Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 5e épisode du Seb Show dédié à Big Brother Célébrité Québec. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'acheter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve sous la vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récentes, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Ou de reprendre vos commentaires durant mes vidéos. Et comme ça, j'en fais bénéficier tout le monde. Fait que c'est super le fun dans ce temps-là. Aujourd'hui, on va parler beaucoup plus du show, là, moins de la structure, parce que je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vais parler un petit peu du montage tantôt, mais en commençant, on n'a pas le choix. Faut parler de Marie-Chantal Toupin. Je pense que c'est le sujet qu'on va parler le plus cette semaine. Les commentaires, surtout en privé. Pourquoi que la production a pas montré les séquences, pourquoi qu'on n'a pas vu ce qui s'est passé, ce qu'elle a dit exactement, le contexte. Est-ce qu'ils ont essayé de la protéger? Est-ce que la production a forcé pour qu'elle s'en aille? Fait que je vais vous développer un petit peu tout ça. Première des choses, c'est certain que est-ce que la production essaye de protéger le joueur? Peu importe le joueur. Je vais vous dire que même si c'est pas des célébrités, ils ont toujours une certaine tendance à protéger les joueurs quand même. Contractuellement parlant, il y a toujours une certaine protection qui est faite. Par contre, généralement, comme quand j'étais à Lost Story, dans le contrat, c'est bien indiqué que malheureusement, ça jouait sur webcam, sur Internet. Donc, s'il y a quelque chose qui lui échappe, qu'il y a quelqu'un qui n'est pas devant son écran quand il y a un événement qui survient ou peu importe, ça va sortir. C'est inévitable, ça sort. Et donc, là, dans ce sens-là, la production ne peut pas faire grand-chose, ne peut pas te promettre de te protéger à n'importe quel prix. Par contre, dans un contexte où ils font tout le montage et qu'ils montrent bien ce qu'ils veulent montrer, là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de jouer avec ça. C'est beaucoup plus facile de couper ces scènes-là. Puis, c'était tellement intense, on va laisser ça de côté. Et donc, ils protègent le joueur d'une certaine façon. Ils protègent le joueur habituellement, oui, par contrat, comme entre autres, peut-être avec les célébrités, ils ont des ententes d'essayer de protéger l'image des célébrités. La deuxième des choses, c'est le fait d'arriver et de dire de ne pas se faire poursuivre. Parce que c'est facile après ça pour la célébrité de dire ils ont sorti ça hors contexte ou c'est eux autres qui nous procuraient l'alcool. C'est plate, mais c'est un enjeu qui pourrait fort bien se débattre en cours, d'arriver de dire... Ça serait difficile pour une production, entre autres, quelqu'un qui arrive en cours et qui dit la production savait que j'avais des problèmes d'alcool, que j'étais alcoolique un peu ces bars, on m'a donné des médicaments puis on m'a donné accès à de l'alcool. Ça passe-tu, ça passe pas? C'est quoi l'enjeu contractuel de tout ça? Et ça devient un débat que probablement une maison de production ne veut pas s'embarquer dedans. Moi, à mon sens, c'est un peu ça. Puis ça a été un débat quand même qui a existé même au temps de Lost Story. L'alcool qui était fourni au Lofter, je me souviens avant le Loft 4, je me souviens pas à quelle saison, mais il y a eu des dérapages à cause de l'alcool, puis la production a dû intervenir puis commencer à vraiment contrôler l'alcool à l'intérieur. Puis des fois, il faisait en sorte qu'on l'échappe, mais il y avait un certain contrôle quand même que la production essayait de faire. Fait que, dans un contexte avec Marie-Chantal Toupin, ça avait accès à de l'alcool pas nécessairement illimité, mais en grande quantité, mixé avec les médicaments, mixé avec... À qui la faute? Logiquement, moi, en mon sens, moi, je suis toujours de l'avis que la personne est responsable de ses actes. Ça, c'est tel que tel. Je veux dire, tu décides de consommer de l'alcool, tu décides de te mettre à risque, mais en cause, ça pourrait être débattable. C'est plate, mais c'est ça. Fait que de ce côté-là, ça, c'est le premier aspect que je pense que la production n'a pas montré les images, en partie pour ça, l'aspect légal de la chose. Le deuxième aspect, et ça, c'est un aspect que moi, j'ai vécu dans l'off par rapport aux éditions que j'ai eues. Vous savez, il y a eu des choses atroces qui ont été dites dans l'off, ok? Puis, je vous dirais que ça dépasse de loin
ce qu'on peut voir avec Big Brother Célébrité. Et ça n'a pas plus sorti. Ça n'a pas plus été dit sur les tribunes. Parfois, les forums de discussion ou sur Internet, ces webcams, il y a eu des parcelles d'informations qui ont pu sortir, mais très peu. Et le Story s'est assuré de couper ces scènes-là. Je vous dirais, ce qui me fâche dans ça, c'est que si les scènes avaient été montrées, je peux vous garantir que certains des favoris que vous avez pu avoir, ben vous les détesteriez probablement du plus profond de votre cœur. Ok, il y a eu des favoris qui racisme, sexisme, misogynie, puis à outrance là. Je peux vous garantir qu'il y a eu des commentaires que moi j'étais dans le loft puis j'étais comme, man, ça n'a pas de maudit bon sens, ça n'a pas de classe, ça n'a pas. Puis que quelqu'un s'échappe sur quelque chose, des fois tu te fais comme, écoute, le gars ou la fille est inconscient, il sort des affaires un peu, puis ça a sorti hors contexte ou peu importe, tu peux trouver. Mais quand il y a un trending, il y a vraiment une ligne de pensée, et je pense que cet aspect moral-là est un peu difficile à jauger, de dire, est-ce que c'est à la production de le montrer? Je pense que oui. Par contre, l'aspect qu'on m'a emmené, moi, après le show, parce que moi, je n'ai parlé avec des membres de la production, j'ai dit, écoutez, je comprends pas que vous n'ayez pas me montré des choses comme ça, parce que il y a des joueurs que je comprenais pas, qui se rendaient loin dans les aventures, dans les saisons que j'ai été, parce que avec ce qu'il disait pour moi, c'était inconcevable en 2007, imaginez-vous aujourd'hui. Okay? Fait que ça peut vous donner un ordre de grandeur. OK? Des choses qui ont été dites. Je vous dirais que dans les choses les plus dégueulasses que j'ai pu entendu de toute ma vie, là, ça a été dans l'offre que je les ai entendus. Et il y a des membres, il y a une personne de la production, surtout une, il y en a eu quelques-unes, mais il y en a une en particulier, une personne de la production qui m'avait dit, on voulait le montrer, mais le show il est à 6h30 le soir, puis on est bloqué qu'on peut pas montrer quelque chose d'aussi extrême que ça à la TV à cette heure-là. Puis qu'il y avait eu un débat à l'interne, même dans la production, de dire, écoute, faudrait peut-être te le montrer, mais que les propos étaient tellement intenses, tellement dégradants et tellement dégueulasses que ça passait juste pas à l'heure du souper, parce que c'est une heure de familial, au sens du CRTC, du diffuseur et tout. C'est une heure familiale. Faut pas que ça dépasse un certain degré d'intensité. Je vais utiliser ce terme-là. Et donc, ils pouvaient pas le mettre. Puis à l'époque, il n'y avait pas de show le soir, ou il n'y avait pas de choses... Bon. Fait qu'ils en ont quand même coupé sur Internet. Je tiens quand même à le préciser. Fait qu'il y a quand même eu une coupure qui aurait pu laisser sur Internet et enlever dans le show le soir. Il y a eu des choses qui ont été vues sur Internet puis qui n'ont jamais été vues dans les quotidiennes. Mais là, c'est là que j'ai un peu de misère avec Big Brother Célébrité. C'est le fait que eux ont la chance d'avoir un équivalent le soir très tard. Ils peuvent le mettre. Théoriquement, ils pourraient le mettre si c'était ça l'excuse. De dire, écoute, ça passe pas à 6h30, ça passe pas à 7h le soir, c'est familial, on peut pas le montrer, c'est trop dégradant, mais au show de soirée, quand c'est un public de 18 ans et plus, il est 10h, 11h le soir, on va le mettre, puis le monde va le voir, puis au moins les adultes vont être capables de le mâcher, on pourrait dire, d'en prendre connaissance. Ben à ce moment-là, tu te dis, OK, ils ont fait leurs efforts de guerre quand même de nous montrer les différentes facettes. Puis ils ont fait leurs efforts de guerre selon les règles en place, les lois qui sont en place. Dans ce cas-ci, ils n'ont pas fait ça non plus. Ils l'ont juste pas montré. Fait que c'est pour ça que moi, je pense beaucoup plus pour la première solution, c'est-à-dire une solution de, contractuellement parlant, ça pouvait créer un gros débat par rapport à l'image, par rapport à une poursuite potentielle ou, parce qu'on le veut ou non, ben, ça devient quand même la personne peut se battre
à outrance pour le fait qu'elle s'est fait ternir son image ou n'importe quoi. Tandis que là, probablement qu'ils ont comme été capables de régler ça un peu à l'amiable en disant, ben regarde, on montrera pas les séquences, mais tu sais, garde ça là. Garde ça pour toi, puis prends ton Drew. Là. Moi, je pense que c'est un peu ça. Est-ce que la production a demandé à Marie-Chantal Toupin de partir? Il y a des gens qui pensent ça. Je vous dirais, je pense pas que la production a demandé à Marie-Chantal Toupin de partir dans un contexte comme ça. Mais je pense que la production, il a quand même fait savoir que ça passait pas. Et de cet angle-là, de simplement... Puis moi, j'en ai eu des cues comme ça dans l'offre. Je suis conscient même dans l'offre 6. Mathieu Baron a eu des cues comme ça. Hugues a eu des cues comme ça de la production. Tu fais comme, écoute là, ce que tu fais, ça passe pas. C'est quoi que tu fais avec ça? Là? Parce que ton image peut avoir un problème après ta sortie avec ce que tu es en train de faire là. Es-tu conscient de ce que tu fais? Puis, je veux dire, moi, je me rappelle dans le Love 4, on m'avait donné un peu ce cue-là au tout début de l'aventure parce que je jouais très intense. Puis la production me l'avait dit, écoute, ça passera peut-être pas bien. Là. Je veux dire, le monde te voit peut-être un peu plus comme vraiment une mauvaise personne. Puis moi, j'ai gardé ma ligne de pensée parce que moi, dans ma tête, je me disais, c'est stratégique. Je veux faire comprendre au public ce que j'essaie de faire dans le jeu. Puis je savais que ça prendrait du temps. Puis c'est pour ça qu'au début, je me démenais comme un diable pour essayer de me gagner des semaines. Mais j'avais ma vision, j'ai gardé ma vision, puis ça a finalement bien sorti au final. Mais la production te met quand même un peu en garde. Elle intervient quand même en disant ça passera pas bien. Là. Ou il y a des chances que ça passe pas bien. Fait qu'il te demande pas de sortir, mais il t'indique que si tu veux sauver la face, peut-être que t'es mieux soit de changer complètement, soit peut-être de partir. Puis c'est un peu ça que je pense que il est peut-être arrivé avec Marie-Chantal Toupin, de la production qui a dit écoute, présentement ton image est basse, si tu veux pas l'empirer, si tu veux pas commencer à arriver et avoir énormément de problèmes à ta sortie ou d'avoir des gros impacts sur ta carrière ou ce qui en reste, en tout cas peu importe, surtout avec tout ce qui est arrivé avant même qu'il rentre dans Big Brother Célébrité, toutes les mini-scandales, on pourrait dire, qui ont suivi Marie-Chantal Toupin. Je pense que c'était une possibilité qu'ils l'ont quand même mis en garde de dire tu devrais réfléchir à ton avenir dans le jeu. Fait que c'est pas de demander de sortir nécessairement, mais ils disent pas de rester non plus. On va dire ça comme ça. Fait que c'est certain que c'est un peu un précédent, mais c'est un précédent par rapport aux célébrités, c'est quand même pas rare que les célébrités quittent d'eux-mêmes. Fait que je vous en avais même parlé durant je pense mon premier ou mon deuxième vidéo, de dire écoutez, il risque d'avoir des célébrités qui vont partir, puis je vais y revenir parce que plus tard, il va y avoir un petit quelque chose par rapport à ça. Mais fait que c'est pas rare, les célébrités, quand ils voient que c'est pas leurs avantages d'être dans le show, des fois, c'est mieux de partir quand ça le pèse trop lourd ou quand ils posent des gestes que finalement, ils se rendent compte de dire « Oh, attends un peu, je voulais redorer mon image, puis finalement, c'est pas ça qui est en train de se produire. » De partir puis d'essayer de au maximum de tempérer la situation. C'est souvent l'idée que les artistes ont pour se sauver à la face, ou le plus possible de sauver les meubles, que d'arriver puis de perdurer et peut-être de dégrader encore plus leurs images. Là, ça devient comme... là, ça devient exponentiel quasiment de semaine en semaine. Fait que c'est pas bon. Fait que les artistes, généralement, quittent. Et c'est pour ça qu'il y a des grosses chances qu'il y ait des artistes qui quittent au fil du jeu par ennui, parce qu'ils sont tannés, parce qu'ils savent que finalement, leurs images n'ont pas d'impact. La seule chose qui aide pour que les artistes perdurent dans le jeu, c'est le salaire à l'heure actuelle. En mon sens, c'est la seule motivation qui fait en sorte que certains joueurs restent. On va dire ça comme ça. La situation avec Marie-Chantal fait en sorte aussi que pour la production, ça crée un problème à long terme.
Parce que la répercussion, on le voit un peu sur les réseaux sociaux, sur les forums, bon, ceux qui suivent quand même l'émission, même si vous n'êtes pas si nombreux, mais il y a quand même une bonne partie, il y a quand même beaucoup de Québécois qui suivent Big Brother présentement. Euh, c'est le fait que l'enjeu de Marie-Chantal va probablement mettre le doute dans la tête de n'importe quelle célébrité de participer à une future saison, advenant qu'ils veulent faire des saisons de célébrité. Tu veux pas devenir une Marie-Chantal Toupin, tu veux pas devenir non plus une Geneviève Borne. C'est plate, Geneviève Borne, c'est comme fait humilier première semaine. Là, vous avez Marie-Chantal Toupin qui paraît mal. Vous avez des gens comme Emmanuel que le monde bitch un peu dans son dos à cause de ce que lui dit. Puis tu sais, qu'il y a comme tu sais, c'est une vibe négative, en mon sens. Est-ce que tu veux être un joueur qui va embarquer là-dedans puis être une célébrité, justement, qui embarque là-dedans et qui va nuire à son image? Parce qu'on s'entend qu'à l'heure actuelle, ben honnêtement, moi je regarde la saison en tant que telle, là, les joueurs qui sont présents. Là. Qui est-ce que réellement j'ai un sentiment qu'ils ont amélioré leur image en étant un Big Brother célébrité? Vite comme ça, moi personnellement, là, je vous dirais que j'ai su apprendre à connaître GF, Rita Baga. Parfait, je trouve que ça semble d'être une bonne personne, intelligente et tout et tout. Parfait, il a pas de problème. Richardson, je le connaissais pas du tout. Il me semble que j'ai un aspect un certain respect, puis je le trouve drôle sur certains aspects de sa personnalité et tout et tout. Et donc, mais si j'exclus ces deux personnes-là, soit comme les autres me laissent indifférent, soit que j'ai perdu du respect pour les autres personnes. Tu sais, la grande majorité me laisse indifférent, là, ben honnêtement. Mais je veux dire, il n'y a pas tant de gens qui ont gagné là-dedans en termes de visibilité positive. C'est ça que je veux dire. Et on a peut-être vu Laurence, bon, qui a peut-être bien paru malgré son élimination, mais à date, c'est très négatif, en mon sens. Il y a beaucoup d'aspects négatifs, il y a beaucoup d'aspects lourds dans cette saison-là. Donc, ça va-tu donner le goût à d'autres artistes de participer? Peut-être. Peut-être des artistes plus crinqués, mais en mon sens, si t'étais un artiste crinqué qui voulait participer, tu t'aurais déjà participé à la première saison, en mon sens. Peut-être que je me trompe, mais c'est un peu ce que je pense. Fait, ça va dépendre de comment que la saison s'enligne, mais je pense que Marie-Chantal Toupin vient de rajouter comme une sorte de step, de marche supplémentaire je veux-tu vraiment m'embarquer là-dedans? Puis de faire face à la répercussion à l'extérieur après pour de l'argent qui est peut-être facilement gagné, mais qui est quand même très peu. Je veux dire, et puis je vous le disais dans une autre vidéo, les artistes peuvent gagner très cher, très rapidement quand même avec certains événements, avec certains spectacles, avec certaines émissions. Et de tout risquer ça pour le salaire qu'ils font dans Big Brother Célébrité avec le potentiel de gagner à la fin, puis c'est pas vraiment un gros prix. j'ai de la misère un peu à le concevoir. Fait que c'est un peu ça. Je pense que, ultimement, la semaine dernière, la stratégie avait quand même été que Varda était censé être éliminé, mais Marie-Chantal, avec ses actions, a vraiment emmené. C'est parce que. Et puis je vais vous expliquer un peu par rapport au meilleur exemple qui me vient en tête, à la saison 39 de Survivor, qui est arrivée probablement une des pires saisons, pas nécessairement sur le côté compétitif ou stratégique, mais vraiment la pire saison morale de l'histoire de Survivor. Et que, malheureusement, il y a des joueurs qui ont voulu profiter de situations morales comme ça. Et dans le fond, c'était, on pourrait dire un peu... je vais utiliser le terme agresseur, même si, bon, en mon sens, c'est un agresseur, mais il y a peut-être des nuances à apporter. C'était plus... moi, à mon sens, c'était un agresseur. Fait que je vais utiliser le terme agresseur, en tout cas. Puis...
un individu, dans le fond, qui posait des gestes inappropriés envers les femmes. Et il y a des joueurs qui voyaient ça comme positif, d'utiliser cette personne-là, puis de l'amener à la fin, parce qu'en emmenant cette personne-là à la fin, ça faisait en sorte que ils pouvaient gagner plus facilement. Du moins, c'était ce que les autres pensaient. Et il y avait donc un aspect de stratégie court terme intéressant pour eux autres de dire un gars qui est détesté, qui crée vraiment une rupture morale envers un paquet de joueurs, si je me retrouve à la fin contre lui, ben c'est sûr que je vais gagner. Et c'était une mauvaise pensée. OK? Premièrement, parce que la production n'a pas laissé ça aller. Survivor a été beaucoup plus réceptif que toutes les autres téléréalités, a été beaucoup plus actif. Survivor n'a pas essayé de protéger le joueur. Ils y ont rentré dedans. Premièrement, ils l'ont sorti. Fait que c'est la production, eux autres mêmes, qui ont sorti le joueur. Deuxièmement, ils ont montré l'arrière-scène. Ils ont montré les séquences des filles qui pleuraient, qui se sentaient abusées, qui se sentaient... Et ils ont montré à total. Puis ils s'en sont pas gênés, quitte à recevoir une poursuite contre eux autres, diffamation, puis Survivor s'en est crissé. Fait que de ce côté-là, chapeau à Survivor, ils ont vraiment agi en maître durant cette saison-là. Ils l'ont peut-être échappé sur d'autres aspects, mais cette saison-là, ils ont vraiment tranché assez solidement, puis ils ont planté le gars live à la TV. Là. On pourrait dire ça de même. Fait que, puis c'est pour ça qu'en mon sens, Survivor reste toujours comme une télé-réalité qui est au-dessus des autres, autant côté qualité que côté moralité, en mon sens, entre parenthèses. Fait que, de ce côté-là, ce qui est arrivé ultimement, c'est que les joueurs qui avaient essayé d'utiliser cet homme-là pour peut-être potentiellement gagner à la fin, ben c'est bonne valeur, ces joueurs-là, ces gens-là, quand ils sont sortis du jeu, ils se sont fait détester. La production ne les a pas protégés non plus. Elle les a laissés aller au lion, puis ils se sont fait dévorer vivants. Fait que, premièrement, ils n'ont pas gagné dans le jeu. Puis deuxièmement, ils ont l'air d'une bande d'épais, surtout que potentiellement, il y avait surtout 2 femmes qui ont protégé ce gars-là qui était un agresseur. Et ces 2 femmes-là, évidemment, se sont faites ramasser à grandeur des États-Unis. Puis sincèrement, c'était bien mérité parce que ces femmes-là disaient on peut garder un agresseur jusqu'à la fin, on va gagner contre lui. Et cet aspect moral-là est important dans une télé-réalité quand même. Et quand je voyais un peu les actions de Marie-Chantal Toupin puis François Lambert qui était prêt quand même à la garder au-dessus de Varda parce qu'il n'aimait pas Varda, ou même Jean-Thomas Jobin, non, tu peux pas prendre de cette position-là. C'est plate. Je comprends que stratégiquement, ça peut être quelque chose qui semble être bon sur le coup, mais si t'arrives et que tu prends cette direction-là et que tu te plantes avec cette direction-là, man, ça va entacher toute ta carrière. Et je pense que la meilleure position était celle de Kim, que défendant comme non, moralement, on peut pas faire ça. Même, on s'en fout de la stratégie rendue à ce stade-là. Faut éliminer le joueur, faut éliminer la personne qui a mal agi. Parce que ça a une répercussion sur le dehors, ça a une répercussion sur ta carrière, ça a une répercussion sur l'image que tu projettes, sur quel genre de personne que tu es. Puis une personne qui prend une position ferme, même si elle mange de la merde, même si elle perd le jeu, elle va gagner en respect à l'extérieur. Et ça, il faut que je donne le crédit. Kim a eu... Puis peut-être qu'il y en a d'autres qui ont pris des positions similaires, mais Kim a pris la meilleure position et a été une bien plus belle figure que François Lambert, que Jean-Thomas Jobin. Puis je comprends qu'eux autres, ils font comme « Oh, mais on n'était pas tout à fait au courant de tous les détails. » Non, mais tu étais au courant quand même d'un certain aspect de ce qui s'était passé. Et tu étais capable de passer par-dessus simplement que stratégiquement, ben c'était mieux d'éliminer Varda. À un moment donné, non, tu sais... Autant que l'alcool n'est pas une excuse pour ce que Marie-Chantal Toupin a dit, autant que le manque d'information n'est pas une excuse nécessairement pour arriver et faire comme « Non, ben je passe par-dessus la morale la chose. » Puis si tu arrives et tu dis « Il manque d'information », ben c'est bien de valeur parce que tu n'es pas allé la chercher non plus, cette information-là. Ça veut dire que l'événement n'était pas assez important pour eux autres de gratter
cette information-là. Et de ce côté-là, ben, tu sais, surtout qu'il y a eu une confrontation avec Varda. S'il n'y avait absolument rien eu, pas eu de vague la semaine, tu peux toujours te dire, OK, il n'y a pas de vague, je pense que tout est correct, il y a peut-être eu une petite prise de bec, il y a peut-être eu un petit quelque chose ici et là, puis c'est pas plus grave que ça. Mais il y a vraiment eu une chicane, il y a eu un clash, et la semaine a été bâtie autour de ce clash-là. Il me semble que tu veux savoir un peu plus le fond de l'histoire pour prendre une décision plus éclairée, morale. Puis ils n'étaient pas capables de... On dirait qu'ils n'ont pas été capables d'aller chercher cette information-là avant. Ils n'ont pas réussi. T'sais, ça s'est comme fait à la dernière minute ou pratiquement à la dernière minute. Je trouve ça un peu étrange quand même qu'ils n'aient pas poussé la réflexion plus loin que ça. Surtout dans le cas du fait que c'est des célébrités et que des décisions morales comme ça ont un impact sur leur carrière ou sur qui ils sont à l'extérieur. Un nobody peut toujours se dire, ben, je peux blâmer le fait que j'étais un peu innocent. Il retourne à sa vie normale, puis le monde n'en parlera plus dans 6 mois. La célébrité, elle, ça peut y coller à la peau. C'est un peu plus cet aspect-là. Fait que bref, j'ai critiqué Kim un peu pour certaines stratégies dans le passé, n'importe quoi, mais là-dessus, je tiens quand même à donner le crédit à Kim. Elle a très bien agi par rapport à sa position face à Marie-Chantal. Et, ben, je trouve que ça clôt un peu cette saga-là. On en a d'autres. Je vais en parler de d'autres un petit peu plus tard. Fait que, je tiens à dire aussi, une des choses qui est revenue beaucoup dans mes vidéos, je parlais du montage, ok? Je vous ai parlé souvent dans mes dernières vidéos du montage qui était bâclé. Puis ma pensée était, parce qu'il y a des gens qui me disaient « Ouais, mais ils n'ont pas beaucoup de temps. » Pour moi, si tu as 48 heures de délai, tu as énormément de temps pour faire du montage vidéo. J'ai vu du montage vidéo se faire dans la journée même. Fait que moi, je l'ai vu. Fait que ça se fait. Je vous dis pas que c'est parfait la journée même, mais ça se fait. Alors quand tu me dis que tu as 24 heures, 48 heures, ben d'habitude, je me dis, t'es censé faire du bon montage. Et dans mes dernières vidéos, j'ai toujours critiqué de dire, écoute, c'est peut-être des incompétents, c'est peut-être... Mais je veux rectifier le tir. Peut-être que c'est pas ça. Puis je voulais pas chier à outrance sur les gens qui font le montage vidéo. C'est cette semaine, avec toute l'histoire de Marie-Chantal Toupin, que là, ça a commencé. Il y a eu un petit hamster qui a commencé à rouler dans ma tête puis me dire, et si c'était pas le montage qui était le problème? Je m'explique. Quand les gens font du montage, leur job à eux autres, c'est d'arriver et de dire, je vais montrer ce qui est le plus percutant à la télévision pour faire en sorte que ça soit intéressant. Donc, d'arriver et de monter les scènes intelligemment pour qu'il y ait une compréhension et un suivi de l'histoire qui soit raisonnable, intéressant, captivant et que les gens aient le goût de savoir ce qui s'en vient, de voir les scènes une après l'autre et d'avoir un cheminement comme ça. Et là, ce qui m'a passé par la tête, c'est de me dire, et si le montage était fait comme ça à la base, mais qu'ensuite de ça, devait passer à l'approbation par la haute direction ou par les gens qui doivent prendre les décisions de dire ça respecte-tu l'image de nos joueurs, de nos concurrents? Et que là, t'embarques toute l'histoire que je vous avais dit, que les agents ont le droit de regard là-dessus, que là, les publicistes, les ci, les ça, font comme « Hey, attends un peu, non, tu peux pas montrer mon poulain comme ça, tu peux pas montrer mon artiste de même, parce que là, ça va le faire mal paraître. » Et que là, pendant un certain temps, là, ils s'ostinent sur qu'est-ce qui peut être montré et qu'est-ce qui ne peut pas être montré. Et là, au final, après qu'ils aient pris ce genre de décision-là, ils retournent voir le montage, puis ils font comme, bon, là, il faut que tu m'élimines toutes ces scènes-là, là, parce que ça peut potentiellement nuire à mon artiste, là, ou aux artistes qui sont présents, et fais-moi un montage avec ce qui reste. Ben, si c'est ça, ça doit être dur en chien de faire du montage. Honnêtement. Fait que si c'est ça, je peux pas blâmer les gens qui font le montage vidéo du show parce qu'ils doivent être sous une pression constante, puis ils doivent être obligés de couper des affaires qui sont intéressantes et d'essayer de ficeler ça pour que ça ait un certain sens, mais avec des bouts qui manquent. Et l'histoire de Marie-Chantal Toupin m'a fait penser un peu plus à cet aspect-là, de me dire, peut-être que les monteurs ont déjà le vision d'ensemble, puis ils se font tellement couper de scène, ou ils se font tellement charcuter
les images qu'ils peuvent montrer, qu'ils bâclent la job parce que, premièrement, il doit lui manquer de temps rendu là à refaire un processus pour monter quelque chose d'intéressant, de captivant. Et en même temps, ben, ce qu'ils ont peut-être pu monter d'intéressant à la base, c'est plus ça à la fin. Fait que je vais donner un bénéfice du doute au montage pour l'instant, de me dire c'est peut-être pas des gens nécessairement incompétents, ils sont peut-être sous la direction de gens qui prennent des décisions qui sont à chier. Je vais utiliser le terme à chier encore une fois. Mais, et que là, ils sont obligés d'aller dans cette direction-là et de donner un produit qui n'est pas satisfaisant. On va utiliser ce terme-là. Fait que, mes excuses en attendant pour le montage, je donne le bénéfice du doute à ces gens-là. Je veux pas les critiquer à outrance. C'est peut-être, le problème est peut-être ailleurs. C'est ça que je veux dire. Ensuite de ça, ce que je voulais vous parler, je veux parler du cas Jean-Thomas Jobin. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Hey, joue bien. » Je suis pas d'accord. Puis la majorité des gens m'ostinent là-dessus, puis c'est correct, puis je comprends que vous pouvez l'aimer ou... Premièrement, il est ennuyant. Okay? Personnellement, je le trouve boring, je le trouve d'un ennui mortel. Il y a 2-3 quotes peut-être qui m'ont fait sourire depuis le début de l'aventure, mais je me dis, bon, il est plate. Il y en a un paquet d'autres qui sont plates, fait que c'est pas de sa faute, ils sont plates. Bon. Mais stratégiquement, même s'il se rend loin, je considère qu'il n'y a pas une stratégie gagnante. Et je m'explique. Quand tu veux être un grand stratège dans une télé-réalité comme ça, tu ne peux pas, malheureusement, ou en tout cas, très rarement dans l'histoire de la télé-réalité, un individu comme Jean-Thomas Jobin a gagné à la fin. Pourquoi? Parce que sa stratégie n'est pas purement stratégique. Elle est émotionnelle. Je m'explique. Jean-Thomas Jobin utilise volontairement le côté, son lien social, amical, les confidences des gens qui l'entourent pour essayer de faire un lien, créer un lien de confiance, créer un lien fort avec les gens, puis de dire « Ok, je suis ton ami, je t'écoute. » Et après ça, il est quand même prêt de les éliminer ou de les poignarder dans le dos. Le problème, c'est que les gens, quand tu t'attaches émotionnellement à quelqu'un, tu pardonnes beaucoup moins facilement une trahison. Donc, je vais vous prendre un exemple. François Lambert est un manipulateur crosseur assez intense. Mais les gens savent que c'est un manipulateur et un crosseur. Ils savent très bien à quel genre de personnes ils ont affaire. Ils se confient très peu à François Lambert. François Lambert, c'est pas le gars qui va arriver puis qui va s'installer puis dire « Parle-moi de tes problèmes. Parle-moi de comment tu te sens. Parle-moi de... » Non. François Lambert va être plus direct. Il va peut-être donner des conseils. Il va peut-être dire des choses. Mais globalement, c'est pas ton meilleur ami, le gars en qui tu as le plus confiance. Et donc, un gars comme ça a beaucoup plus de chances de gagner en finale. Parce que les gens, même s'ils se sont fait poignarder par lui, dans le dos par lui, les gens vont dire « On le savait que c'était un crosseur. » Tu sais, tout le monde le savait que c'était un manipulateur puis un crosseur. Puis, si je vous prends des exemples comme ça dans l'histoire américaine, vous avez eu des Richard Hatch qui a gagné Survivor saison 1, qui a fait sensiblement comme ça, que tout le monde savait que c'était un crosseur. Et il a gagné la saison 1 contre Kelly, qui, elle, était vue comme une bonne fille, mais a crossé ses alliés. Et ça, c'est comme ça se faisait pas parce qu'elle était amie avec eux autres. Richard Hatch était ami aussi avec le même monde. Mais Richard Hatch s'était déjà déterminé que c'était un crosseur. Les gens le savaient, le sentaient que c'était comme ça. Et lui, il le faisait voir. Dr. Will, même chose. Dr. Will, une des quotes les plus fameuses qu'il avait dit à un des autres concurrents, c'était « Écoute, je mens à tout le monde, j'essaye de crosser tout le monde, je suis prêt à poignarder tout le monde dans le dos. Sauf toi. Toi, il faut que tu me fasses confiance. » Tu sais, c'est comme...
c'était du n'importe quoi. Tout le monde, à la fin, a donné le prêt... Ben, pas tout le monde, mais la majorité a donné le prêt de Dr. Will. Pourquoi? Parce que le monde savait que c'était un manipulateur, un menteur, un tricheur. Et les gens n'avaient pas de lien émotionnel avec lui. Vous allez prendre Rob Mariano, Rob Cesternino, Johnny Fairplay. Vous allez prendre tous les grands joueurs de télé-réalité qui ont passé proche de gagner ou qui ont gagné. Et c'est des joueurs qui, par exemple, Rob Cesternino ou Johnny Fairplay, s'ils se rendaient en finale, gagnaient. Pourquoi? Parce que, oui, ils ont joué dur, ils ont été menteurs, manipulateurs, mais ils n'ont pas utilisé nécessairement l'aspect émotion amicale pour gagner avec la manipulation. Le problème de Jean-Thomas Jobin, c'est que c'est ça qui fait lui. C'est-à-dire, il essaye d'être le meilleur ami, tout en essayant de mettre ses pions en place pour poignarder les gens dans le dos. Et en mon sens, c'est pas gagnant. Ça peut le faire rendre loin, il peut même se rendre en finale. Mais j'ai de la misère à le voir gagner. Peut-être que ça va être une des rares exceptions qui va réussir. Mais je considère qu'il est mal positionné. Bizarrement, les gens le voient vraiment très bien positionné. Moi, je le vois très mal positionné parce que Jean-Thomas Jobin, malgré toutes ses alliances, il n'est pas... Même s'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, il risque d'être quand même le type de joueur qui va laisser beaucoup de monde indifférent lors d'un vote. Et s'il se retrouve au ballottage, s'il se retrouve pas, tant mieux. Mais s'il se retrouve au ballottage, il y a beaucoup plus de chances de se faire éliminer qu'un autre joueur. Bizarrement, s'il se retrouvait contre Kevin, je verrais Jean-Thomas Jobin se faire éliminer. S'il se retrouvait contre Lisandre, je verrais Jean-Thomas Jobin se faire éliminer. Parce que même si les gens l'aiment, il va se retrouver dans une situation éventuellement un peu comme Jean-François, où ce que le monde va faire comme « Ouais, ben, on l'aime tout, hein, c'est plate, hein, on veut gagner, hein. » Puis c'est un peu cet aspect-là. Par contre, sa force, c'est que les gens vont peut-être avoir confiance en lui et vont l'emmener très loin, peut-être jusqu'en finale. Mais s'il sera en finale de cette façon-là, il va avoir poignardé dans le dos beaucoup de monde. Et c'est ce monde-là qui vont voter. Et si les gens se sentent trahis dans leurs émotions en finale, ça passe pas bien. Ça passe extrêmement pas bien. Dans l'histoire de Survivor et Big Brother, sincèrement, moi je pense à une des meilleures joueuses de l'histoire de Big Brother US, Danielle Reese. Danielle Reese a eu une stratégie similaire à Jean-Thomas Jobin. Elle était peut-être un peu plus agressive dans sa stratégie, par contre. Moins passive, mais exactement le même type de personnalité. Et c'est une des meilleures joueuses de l'histoire. Elle n'a pas gagné en finale. C'est comme ça. C'est plate. Les gens se sont sentis émotionnellement trahis face à elle. Puis j'ai l'impression que, dépendamment de ce qu'il fait ou comment qu'il fait, puis j'ai l'impression qu'il n'est pas au courant nécessairement de toute la game, puis qu'il n'est pas en possession des moyens de la game. Je sais qu'il y a des gens qui me citent des affaires à vrac, mais quand on voit des séquences justement de la situation avec Marie-Chantal Toupin où je veux pas, tu sais, puis que je comprends pas pourquoi vous changez votre vote tout d'un coup. Tu sais, t'es pas au courant de la game, mon grand. T'es pas investi. Il te manque de l'information. S'il te manque de l'information, t'es pas en contrôle du jeu. C'est plate, c'est comme ça. Après ça, il fait comme, oui, c'est une bonne stratégie, je me cache derrière François Lambert. Mais il fait pas juste se cacher en arrière de François Lambert. Il reçoit les ordres de François Lambert aussi. François Lambert, elle le traîne comme si c'était son petit chien. Fait que je considère pas que... je le sais que Jean-Thomas Jobin, il a l'impression de contrôler François Lambert. Je pense que oui, il chuchote des choses. François Lambert est réceptif face à ça. Mais à la fin de la journée, François Lambert va faire ce que François Lambert veut faire. S'il trouve que ce que Jean-Thomas Jobin dit a du sens, il va aller dans cette direction-là. Sinon, il va prendre une autre direction. Puis on l'a vu, Jean-Thomas Jobin, il a été obligé on pourrait dire, de céder, puis de faire un peu ce que François Lambert voulait qu'il fasse. Il a comme pas le choix. Est-ce qu'il y a une stratégie derrière ça? Oui. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il faudrait y donner énormément de crédit? Présentement, non. Je considère pas que Jean-Thomas Jobin a prouvé qu'il était un bon joueur. Et encore là, je veux vous ramener sur le fait que c'est pas une question de dire que je veux bâcher sur le personnage. C'est juste que le gars s'est vanté d'être une sommité quasiment de la télé-réalité, qui adorait la télé-réalité. C'est pas vrai. Il en a pratiquement pas écouté. Quand on regarde un peu son parcours,
Il a lancé ça, puis c'est pas totalement vrai non plus. Il y a certaines facettes qu'il connaît, il y a certaines facettes qu'il connaît pas de la télé-réalité. Il voulait participer à Survivor. Je veux dire, tu montes tout ça, tu t'en vas là, puis t'es une moitié de joueur, tu risques rien, tu te caches. C'est une stratégie? Oui. Est-ce que c'est une stratégie qui est décevante? Oui. Pour moi, c'est ça. Alors que je vais avoir bien plus. Je veux dire, c'est toujours une question d'attente. T'as un joueur qui se vante à outrance de je vais être bon en télé-réalité, je veux participer, je veux. Tu sais, François Lambert l'a dit, ce speech-là. Mais on s'entend que François Lambert il a été très agressif dans son jeu jusqu'à maintenant. C'est-tu bon? Peut-être pas. Mais en tout cas, au moins, il donne un show de TV. Puis malgré tout, jusqu'à maintenant, il n'a pas été en danger une seule semaine. Je le sais qu'il y a du monde qui veut l'éliminer. Mais si lui se rend à la fin, il pourrait avoir très bien un bon speech pour gagner. Il va peut-être pas se rendre à la fin. Mais il y a un meilleur speech de victoire que un Jean-Thomas Jobin. Mettons. Et que, tu sais, et de l'autre côté, si vous avez quelqu'un qui performe, en qui on n'a aucune attente, on va prendre comme Rita Baga, on va prendre comme Richardson, qu'on connaît pas vraiment le goût de télé-réalité puis qui performerait bien, ben ils vont avoir l'air malgré tout de mieux performer que Jean-Thomas Jobin parce que Jean-Thomas Jobin est censé être un pro de la télé-réalité qui adore la télé-réalité, qui en mange puis qui veut participer à Survivor. C'est un peu ça, c'est une question de perception. Évidemment, le temps va nous dire comment que ça va évoluer, mais jusqu'à présent, je suis pas impressionné. Je suis pas impressionné. Je le trouve plate, je le trouve ennuyant, je le trouve insignifiant, puis je trouve sa stratégie, il fait aucun coup d'éclat, il s'est caché en arrière d'une grosse alliance. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, ben, tu sais, c'est une bonne stratégie. » Si t'es fan de télé-réalité, c'est quoi que tu veux voir? Tu veux voir vraiment, genre, quelqu'un qui se cache en arrière de 8 autres joueurs ou 7 autres joueurs puis qui attend juste que les autres se fassent tout éliminer? Je veux dire... Je veux dire, j'aurais pu avoir cette attitude-là aussi dans le Love 4, puis man, j'aurais fait que dalle. Je veux dire, j'aurais été insignifiant en tant que joueur, puis c'est comme ça, c'est un choix à faire. Pour moi, c'est pas du jeu de qualité. Puis il y a des joueurs qui sont très bons pour s'enlever des cibles dans le dos puis manœuvrer. Un des exemples que je vous donnais, c'était Tony Vlacho, Survivor 40. Il a très bien joué, ce game-là. Puis arrivé au moment opportun, il a fait les moves pour changer la donne. Puis il a été contre son alliance, il a été contre... Mais j'ai pas l'impression que Jean-Thomas Jobin serait même capable de le faire. On dirait qu'il a pas le courage de le faire. Fait que je comprends que vous pouvez l'apprécier un peu comme joueur. J'ai l'impression que le temps va me donner raison. Peut-être que le temps va me donner tort. Mais pour l'instant, Jean-Thomas Jobin, moi, il me laisse complètement indifférent. Honnêtement, en tant que joueur, il me laisse indifférent. Donc, avant de passer à vos questions ou à vos commentaires, là, il faut que je vous parle de l'élimination. Bon, Rita Baga contre Camille, toute la semaine. Puis, moi, dès que j'ai su que c'était Lisanne contre Rita Baga, j'ai comme fait, c'est Rita Baga qui part, peu importe, JF va se faire éliminer, c'est coulé dans le béton. Pour moi, il n'y avait aucun doute dans ma tête. Toute la semaine, tous les épisodes que j'ai écoutés, parce que je les ai écoutés en rafale, pour moi, c'était, bon, c'est Rita Baga qui va partir, tu sais, là, il dit, tu sais, c'est trop prévisible, c'est vraiment trop prévisible. Et le doute s'est installé à 5 minutes de la fin de la dernière épisode. Du dernier épisode. Et là, j'ai commencé à réfléchir de me dire, je me trompe peut-être. Et je reste avec mon idée que, en mon sens, logiquement, c'est Rita Baga qui se fait éliminer. Exactement comme Varda devait être éliminée la semaine passée. C'était pas du revirement de situation incroyable par rapport à ce que Marie-Chantal Toupin avait fait, avait dit. Alors, je garde cette idée-là, un peu comme Varda la semaine passée. Rita Baga est censée, selon toute logique, être éliminée. Mais il y a de quoi qui m'agace. Et c'est notre cher Kevin. Pourquoi? Avez-vous remarqué que
Kevin a eu une drôle de semaine. Je veux dire, on le voit au début de la semaine, bon, il s'essaye avec Camille, ça fonctionne pas. Ensuite de ça, il pète une semi-crise, il est bête à cause du ménage, à cause des filles, de ci, de ça. Et là, à 5 minutes de la dernière quotidienne, et puis là aussi, excusez, j'avais skippé une affaire, au début de la semaine, il pleure parce que JF est au ballottage, il trouve que c'est injuste. Et là, à 5 minutes de la fin de la quotidienne de jeudi, vous avez notre cher Kevin qui dit à Varda qu'il s'ennuie de ses chums, qui parle à Jean-Thomas Jobin puis il dit que c'est lourd, que il a son down, puis Jean-Thomas Jobin qui fait comme « Ah, mais tu peux me parler, y a pas de problème. » Puis Kevin a plus l'air d'être dans le game pantoute, il a l'air d'être tanné, il a l'air d'être écœuré, ou je sais pas trop. Et là, ça m'a fait réfléchir à me dire, vous savez, Kevin est arrivé un peu par la porte d'en arrière. Je veux dire, il a remplacé Jean-Pascal. C'est une opportunité que la chaîne lui a donnée. Rita Baga est définitivement ultra populaire présentement. Moi, j'ai reçu un paquet de commentaires de monde qui font comme hey, écoute, ça s'en va. Oublie ça, moi je décroche, j'écoute plus l'émission, je m'en fous de cette émission-là. Et je me dis, est-ce que Kevin ne serait pas la planche de salut idéale pour la production de garder Rita Baga dans le jeu? Parce qu'ultimement, Kevin n'a plus l'air de vouloir être là. Et pour Kevin, on lui a offert une belle opportunité à TV d'être avec des célébrités. Kevin n'a pratiquement aucune chance de remporter la victoire à la fin. On s'entend, là. Je veux dire, il faudrait un alignement d'astres très particulier pour que Kevin puisse gagner. Il faudrait qu'il se retrouve contre quelqu'un soit très détesté, soit quelqu'un qui a absolument rien fait, soit que lui fasse quelque chose d'extraordinaire d'ici à la fin du jeu. Puis je regarde ça, puis je me dis... man, Kevin pourrait arriver et dire... Non, c'est moi qui passe cette semaine, puis je prends sous mes épaules l'élimination. Et JF reste dans l'aventure. Soit que ça va avoir été poussé par la production, soit que Kevin va le prendre. Parce que Kevin, s'il pose ce geste-là, faut pas oublier une chose. Kevin a eu des expériences en télé-réalité un peu bizarres, dans le sens que la première fois, il a bien sorti, mais dans le fond, il a été quand même mange-marde au début de l'aventure. Ça a été mal vu. Ensuite, il y a eu sa dépression à cause de Camille. Il s'est fait humilier à TV. Il refait l'aventure une deuxième fois. Il paraît moins bien. Il y a beaucoup de gens qui l'aimaient, qui ont décroché. Là, il se retrouve dans une situation où il pourrait sauver la peau de Rita Baga dans l'aventure, de démontrer à quel point c'est un bon gars, de démontrer que il était pas là pour l'argent ou l'exposure ou peu importe. Il a vécu un peu l'aventure. On lui a offert, il a vécu l'aventure, mais que les enjeux de Jean-François sont peut-être plus grands que les siens. Qu'il n'est plus vraiment dans le game non plus. Il y a eu encore un rejet d'une fille. Puis tout. Puis là, moi, ça me trottait dans la tête, puis je me disais, ça serait une belle conclusion pour Kevin. Je veux dire, objectivement parlant, là. Vous êtes Kevin, puis c'est comme, vous pouvez sortir la tête haute, un peu comme Marie-Chantal Toupin, sans le scandale. Vous avez été un bon gars. Vous avez laissé votre place à quelqu'un qui se bat pour toute l'égalité, pour la communauté LGBT et tout et tout. Puis vous laissez votre place, on est comme, moi je suis zen face à ça. Et sincèrement, c'est une idée qui m'a trotté beaucoup dans la tête après avoir vu la dernière quotidienne, puis en faisant une rétrospective sur toute la semaine. Alors, moi, je vous dirais, j'y crois plus ou moins, mais si Jean-François a été sauvé, je pense que son sauveur va être Kevin, puis ça va être par un sacrifice. Kevin va partir de lui-même. Je pense. Parce que je comprends pas pourquoi la production a mis une scène de Kevin dépressif qui est tanné, qui s'ennuie de ses chums, à 5 minutes de la fin de la quotidienne du jeudi. L'autre aspect qui m'a comme un peu fait me questionner, c'est que on s'entend que Jean-François est un individu quand même qui a l'air très apprécié du public.
On s'entend, là, il y a quand même une bonne vague d'amour en arrière de lui. Les gens l'apprécient, l'aiment pour ce qui est le côté comique, le côté intelligent, les efforts qu'il fait, les tourments qu'il a passés et tout. Puis on l'a pas tant vu que ça. Pourquoi la production ne mettrait pas leurs énergies dessus et essayer de le montrer au maximum avant qu'il se fasse sortir? Je sais pas. Je sais pas. Je trouve ça bizarre. On a vu Kevin aussi participer avec le fait de faudrait bien faire un souper pour Jean-François, faudrait bien faire de quoi, tu sais, avec François Lambert, puis... Je sais pas. J'ai le feeling que s'il y a quelqu'un qui pourrait se sacrifier pour Jean-François, pour Rita Baga, c'est Kevin. Puis je pense que ça pourrait très bien sortir. Sincèrement, s'il y a une twist à avoir dimanche, c'est la twist que Kevin va prendre la place va prendre la place de Jean-François. Je pense qu'il prendra pas nécessairement la place, il va simplement quitter. Il va dire, écoutez, j'ai vécu une belle aventure, ça a été super le fun, j'ai eu du plaisir avec vous autres, mais mes proches, mon monde à l'extérieur, je m'ennuie d'eux autres, puis je laisse ma place à GF que j'aime bien gros, vous êtes deux personnes exceptionnelles, Camille, t'es ma meilleure, puis là il va sacrer son camp, puis tout le monde va faire comme, ah, il est honorable, il est extraordinaire, puis tout. Puis, quelque part, il va bien paraître quand à sa sortie. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Et la production peut y avoir dit aussi que il aimerait peut-être ça, le voir sortir puis prendre la place de Jean-François, puis qu'ils vont peut-être le récompenser en fonction de... Parce qu'on s'entend que Jean-François amène plus de codes d'écoute que Kevin. C'est plate, mais c'est ça. Fait que la production peut-être suggéré pour régler cette situation-là, parce que il y a des gens qui ont spéculé de dire peut-être qu'ils vont voter contre Rita Baga, mais là ils vont laisser Jean-François à l'intérieur parce que c'est deux personnalités, ça serait toute qu'une twist. Je trouve que ça serait assez injuste, merci, c'est comme s'il y avait eu deux vies, là, on s'entend. Mais, en tout cas, peu importe, je pense que si Jean-François a été sauvé, ça va passer par Kevin. Je reste avec mon idée que fort probablement Rita Baga va se faire éliminer. Je pense que c'est pas la bonne stratégie de l'éliminer là. C'est sûr que c'est un joueur qui est très dangereux à long terme, mais présentement, en mon sens, j'aurais été vers une autre option. Ça, c'est mon feeling personnel. Je pense que c'est un joueur qui est... Jean-François n'est pas un joueur assez puissant pour gagner plusieurs titres de patron ou de veto en ligne. Inévitablement, il y a une opportunité rendue dans les 8-7 derniers qui peut se présenter puis l'éliminer avant la fin. Il y a de la place en masse pour l'éliminer. Il y a des joueurs qui vont être beaucoup plus difficiles à éliminer plus tard que Jean-François, en mon sens. Mais oui, par contre, s'il se rend à la fin, il risque de gagner. Ça, c'est ça. Lui et Kim vont se retrouver dans cette situation-là. Et c'est ça que je trouve un peu bizarre de Kim. Tu sais, ça, l'aspect stratégique de Kim. Kim se fait dire, faut éliminer Jean-François parce que on n'aura pas de chance contre lui à la fin. Puis Kim est comme, ouais, ça fait du sens, ouais. Ah, mais ma grande, y a personne qui a aucune chance contre toi rendu en finale. Tu as-tu pensé à ça? Je veux dire, moi je sais pas, ça me trotterait dans la tête de me dire, mes alliés me disent qu'il faut éliminer GF parce qu'il est trop dangereux parce qu'il va gagner à la fin. Ben, je suis dans la même position que lui, hein. Fait que, tu sais, je sais pas, moi dans ma tête, j'allumerais plus tôt que ça, là. Tu sais, j'essayerais de me baquer avec un certain nombre de joueurs qui peuvent être dans la même situation que moi. Je prends comme GF, j'essayerais de me mettre bizarrement peut-être avec François Lambert en me disant, ben écoute, le gars peut gagner, mais sur l'aspect stratégique, j'essaierais de faire des moves comme ça que de m'allier avec des joueurs qui sont plus faibles que moi puis qui risquent de me clencher dès qu'ils vont avoir l'occasion, un peu comme ce qu'ils essayent de faire avec GF présentement. Fait que, on va voir dimanche. Je vous dirais que dans ma tête, c'est du 75% que Jean-François va se faire éliminer et 25% de chance que Kevin prenne la place de Jean-François. Ça risque d'être ça, peut-être même 80-20 ou quelque chose comme ça. Mais ça serait une belle twist quand même. Ça serait quelque chose de surprenant. Donc, maintenant, je vais passer à vos commentaires.
Donc, vous avez eu... j'avais eu un commentaire sur les compétitions pour gagner des trucs. Parce que, en fait, c'était venu d'un commentaire de Marie-Lou qui avait marqué: y a-t-il un manque de commanditaires vu des prix secondaires si petits? Parce qu'ils ont comme des prix secondaires un peu de merde. Je veux juste vous expliquer le principe. Les commanditaires donnent habituellement des prix en fonction des codes d'écoute. Et donc, plus les codes d'écoute sont grandes, plus la production a un levier avec les commanditaires en disant: hey, t'as peu là. Il y a des bonnes codes d'écoute là présentement. Tu sais, ton produit, tes voyages, tes ci, tes ça, là, c'est vu beaucoup là. C'est quoi que tu vas donner en échange pour mousser ton produit? Fait que là, ils vont faire comme: fais un petit concours de telle affaire, fais un petit concours, on va donner un voyage là, on va donner de l'argent en cash là, on va essayer de donner un bar, on va essayer de... Puis là, les commanditaires embarquent parce que ils savent que les codes d'écoute sont très élevés. Fait que là, à ce moment-là, les commanditaires vont être prêts à délester de l'argent pour arriver et dire: on veut se faire voir encore plus. Fait que c'est pour ça que, comme entre autres dans l'offre, vous aviez des événements que, oui, vous aviez vos publicités de... Il y avait à l'époque Go Travel Direct ou des choses comme ça, ou Sunwing, ou peu importe, comme les voyages, mais c'était beaucoup plus facile à la production de faire comme: ouais, on va organiser une petite activité, puis là, tu vas gagner un voyage. Pourquoi? Parce qu'il appelait, évidemment, l'agence de voyage, il disait: écoute, nos codes d'écoute sont de 1,4 million ou de 1,5 million, ou peu importe. T'as tes petites annonces, là. Tu voudrais pas être aussi dans l'émission puis que le monde soit tout content parce qu'ils ont gagné un voyage à Cuba ou en République dominicaine ou au Mexique ou peu importe. Puis que t'ailles un segment de 10 minutes dans notre émission. Ben là, c'est sûr que les commanditaires sont bien plus enclins à vouloir fournir des produits puis des choses pour ou de l'argent pour arriver, puis le côté visibilité, on va dire ça de même. Fait qu'il y a l'aspect de la valeur de la cote d'écoute. Donc, plus la cote d'écoute est haute, plus les commanditaires vont être prêts à fournir des choses à la production pour faire des compétitions, pour gagner des prix et autres. Fait que ça veut dire que fort probablement les codes d'écoute sont pas à la hauteur. Pour voir que les prix sont aussi insignifiants jusqu'à maintenant en arrière-scène. Il n'y a aucun prix vraiment commandité qui a été donné jusqu'à maintenant. Fait que ça veut dire que les commanditaires sont pas au rendez-vous. Là, on peut rajouter l'aspect COVID, par contre. C'est-à-dire que toutes les entreprises marchent au ralenti. Fait que, on s'entend-tu qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas grande agence de voyage qui va faire comme: ouais, je vais donner des voyages. Ah ouais, on donne des voyages. Mais c'est sûr que non. Il n'y a aucune agence de voyage qui va faire ça dans l'état actuel des choses. Ça serait mal vu aussi. Ensuite de ça, c'est la même affaire avec des restaurants. T'as Ben et Florentine qui le fait à déjeuner, mais tu sais, je veux dire, tous les restaurants en arrachent à l'heure actuelle. Tous les restaurants ont de la misère pis tout. Fait qu'ils vont-tu faire des gros repas de restaurants ou des choses comme nous autres on a eu dans l'offre? Le monde ne peut pas y aller. Des services au volant ou des affaires de même, t'es limité un peu. Fait que, encore là, c'est un autre type de commanditaire qui est comme un peu mis sur le côté. L'alcool, c'est pareil. Nous autres, on a été commandités par des compagnies d'alcool ou et ça faisait en sorte que, comme Kamouraska, entre autres, c'est ça que je cherchais dans ma tête, mais encore là, le monde ne sont pas sur le party, ils sont séquestrés à la maison. Fait que même si tu donneras énormément de commandites là-dessus, le monde n'iront pas chercher une bouteille d'alcool juste pour le plaisir de faire comme: Kamouraska, ça a l'air d'une bonne marque. Je vais aller essayer ça à la SAC ce soir. Je vais aller avant la fermeture à 9h. Non, on est séquestré à 8. Là. Bon, fait que il y a tout un côté marketing ici que c'est sûr que les commanditaires sont peut-être moins au rendez-vous à cause du COVID aussi. Fait que ça, il y a ça. Pour moi, de toute façon, là, présentement, il y a beaucoup d'activités pour ajouter des trucs à la maison. Ça a déjà été fait dans Big Brother US aussi. Moi, j'aimerais mieux que ça soit mixé avec des trucs un peu personnels. Un peu comme il y avait eu à Big Brother All-Star, où ce que les gens pouvaient gagner des trucs pour la maison, ou gagner des pouvoirs, ou gagner des trucs personnels. Fait qu'il y a eu certaines compétitions de veto, entre autres, qui fonctionnent comme ça à Big Brother US. Mais si tu rajoutes cet aspect-là de dire le joueur choisit un peu le type... Je vais vous prendre un exemple. Si, mettons, vous aviez eu une compétition
peu importe, de veto ou d'un pouvoir, un privilège quelconque. Puis là, vous aviez quelqu'un qui pouvait saboter l'affaire en choisissant d'encaisser 5000 pièces cash, mettons. Est-ce qu'il y a du monde qui l'aurait pris puis qui aurait envoyé chier tout le reste de la maison? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ça crée ce genre de stratégie-là de dire je suis-tu prêt à sacrifier ou à me faire haïr pour avoir le prix qui m'est offert? Encore là, ça nous ramène avec le fait de dire est-ce que la production a assez d'argent ou assez de commanditaires pour accoter ce genre de concept-là? Peut-être pas. Ensuite de ça, bon, la grosse question qu'on m'avait posée, c'était la division des groupes. Est-ce que la division des groupes amène du racisme, du sexisme, de la misogynie? C'était beaucoup en rapport avec, entre autres, François Lambert ou bon, certains autres propos qui avaient été tenus. Bon, de dire, entre autres, est-ce que le fait que les gars, les hommes blancs, essayent de voter certaines personnes de minorité, est-ce que c'est vu comme du racisme nécessairement dans un jeu comme ça? Je vous dirais qu'il n'y a pas assez d'informations en tant que telles pour vraiment déceler de dire est-ce que c'est du racisme, c'est-tu du sexisme, c'est-tu peu importe là, ça pourrait être ça pourrait être religieux, ça pourrait être de n'importe quel ordre. On n'a pas assez d'informations pour vraiment dire spécifiquement que c'est ça. Je pense que de façon naturelle dans un jeu comme ça, tu te soudes à un groupe de personnes avec qui tu t'entends. Je vais vous prendre un exemple bien sûr. Dans l'Off-6, moi je faisais partie un peu du groupe, bon, avec Arcadio, avec Dominique, avec Priscilla. Et nous autres, le groupe qui était adverse avec nous autres, c'était les fumeurs qui allaient sur la terrasse. Donc, nécessairement, par lien, on pourrait dire, on se disait, ben écoute, on est contre les fumeurs. Tu sais, je veux dire, ils vont tous fumer dehors. Puis c'était facile de tracer une ligne. C'est comme, t'es pas contre eux autres parce qu'ils sont des fumeurs, mais parce que c'est facile de dire, ben nous autres, on est de notre bord, eux autres sont de leur bord. C'est un peu cet effet-là. Et donc, de prendre des positions dans le jeu de même, c'est qu'habituellement, en tant qu'individu, c'est beaucoup plus facile de prendre position envers quelqu'un qui ne te ressemble pas ou qui ne partage pas les mêmes valeurs ou peu importe qui. Tu sais, peu importe, c'est beaucoup plus facile de déterminer une stratégie par rapport à ça. D'arriver, puis tu sais, c'est des méthodes stratégiques qui existent même dans la vie quotidienne. D'arriver de dire, ben écoute, puis je vous dirais que les syndicats ont été bâtis un peu comme ça, là, de dire, écoutez, nous autres, on est les pauvres petits ouvriers, on a le syndicat, on a le patronat de l'autre côté, il faut qu'on s'allie ensemble, puis on va attaquer le patronat, on va être bien plus fort, notre gang, contre le patronat que chacun séparément. Puis c'est un peu le même principe psychologique, c'est-à-dire que tu arrives dans le jeu, tu vois pas nécessairement de lien les uns envers les autres, mais une chose qui arrive, c'est de dire ah, écoute, je m'en vais m'entraîner. Tous les gars ici qui sont au gym s'entraînent comme moi. Je fais une gang de gars de dire hey, écoute, on pourrait se watcher, on pourrait essayer de se faire une stratégie. Tout le monde qui est pas dans la salle de gym, ben, on va essayer de les éliminer. Point. Et des fois, c'est pas plus loin que ça. C'est pas de dire, tu sais, les autres pourraient très bien être complètement d'autres types de personnes. Puis, tu sais, puis l'effet serait le même. C'est juste qu'ils seraient pas dans la salle de gym en même temps que les autres gars. Fait que, il n'y a pas assez d'informations. Bref, c'est un peu cet aspect-là que je veux emmener, c'est que est-ce que c'est purement stratégique puis ça l'a adonné comme ça? Parce que moi, quand je regarde un peu à la télévision, tu sais, qu'on le veuille ou non, le côté ethnique de... Bon, on avait Varda, on avait... tu sais, on a Maxime Landry, on a évidemment Rita Baga, on a Richardson qui sont ensemble. Mais moi, dans ma tête, la première personne de cette gang-là qui a été éliminée, c'est Laurence. Et... Fait qu'elle faisait pas partie d'une minorité visible, on peut dire que c'était une femme. Fait que peut-être que là, à ce moment-là, ça serait discutable de dire, ben, peut-être que la gang de gars, c'est vraiment féministe, raciste, la totale.
Mais j'ai quand même la misère à y croire. C'est plus de dire, cette gang-là se tient ensemble, ils se ressemblent plus pour X, Y raison. Il pourrait y avoir quelqu'un qui se grefferait. Au début, il faut penser quand même que dans l'esprit comme de Varda et de Laurence et tout, que François Lambert était de leur bord. Et Kim a aussi pensé aller de l'autre côté. On a vu Camille qui était prête à peut-être aller de l'autre côté. Donc, j'ai pas cette impression-là que... Puis on a vu même Lisande essayer de protéger Varda dans une certaine mesure la semaine passée. Fait que je pense que il y a pas de... C'est pas... Je pense que c'est vraiment la façon que les groupes se sont comme divisés de façon naturelle et qu'il n'y a pas quelque chose de négatif en arrière de ça, que ce soit axé sur le racisme ou le sexisme, à moins évidemment qu'il y aurait vraiment des preuves tangibles de commentaires, un peu comme Marie-Chantal Toupin. Puis je pense que les commentaires de Marie-Chantal Toupin ont démontré justement que les joueurs se sont sentis mal à l'aise face à ça et que ça ne correspondait pas à eux autres. Fait que de ce côté-là, j'ai l'impression que c'est plus une division qui a été comme un peu mal faite au début, mais qu'on le veuille ou non, on a toujours cette tendance-là à se regrouper avec les gens qui sont un peu comme nous autres. C'est-à-dire, si tu t'entraînes, tu fais du gym à tous les jours, ben généralement, tu vas développer une amitié avec ceux qui sont au gym avec toi. Bon, si t'arrives et que, comme les filles qui passent des heures devant le miroir à se maquiller ensemble, ben tu jases, tu discutes, tu découvres des intérêts communs, ça se fait naturellement, c'est pas méchant, c'est comme ça, c'est de même. fait que je pense que c'est un petit peu ça qui s'est créé, plus que des clans axés sur certaines minorités, entre autres, et qui font en sorte que... je pense que c'est purement stratégique à ce moment-là de dire, notre gang a tant de joueurs, on peut attaquer telle autre gang qui ont tant de joueurs, puis ils se foutent un peu de qui fait partie de cette gang-là. Puis comme je vous dis, Laurence est un excellent exemple de ça. Ensuite de ça, dernière question que je voulais aborder, c'est la question qu'on m'a dit, mais en fait c'est un commentaire que les gens m'ont dit, est-ce que de parler contre Big Brother va pas nuire à son retour? Donc il y a des gens qui m'ont dit, Seb, tes critiques face à Big Brother, t'aimes Big Brother, il me semble que tu devrais vanter le concept et essayer de faire en sorte que ça marche pour que ça revienne. Puis je vais vous répondre bien honnêtement. Égoïstement, oui. Ça serait probablement la chose à faire, d'arriver et de vous dire « Ah, le concept qui est bon, mon Dieu qui est bon, puis si vous pensez pas comme moi, là, c'est parce que vous connaissez pas le concept, puis réfléchissez-y, puis réécoutez-le, puis refaites... » Puis vous savez ce que ça ferait? Je vous bullshitterais. Je vous mentirais. C'est ça que, dans le fond, c'est ça que je ferais. Parce que c'est pas vrai. Le concept, il est pas bon. Puis, je veux... Quand je dis le concept est pas bon, je vais prendre un exemple, ben niaiseux, ok? Pour ceux qui s'y connaissent un peu côté télé, vous avez la série Game of Thrones. Game of Thrones qui est une excellente série pour les 5 premières saisons. C'est 6e saison, ça passe. Puis là, 7e, 8e saison, c'est exécrable. Ok? Ben, c'est 8 saisons de Game of Thrones. Puis, dans les 2 dernières saisons, c'est les mêmes acteurs, même environnement, même composeur musical, même visuel. Je veux dire, tout est quasiment pareil. La chose, il y a une chose qui est différente. C'est que les 2 dernières saisons ne sont pas basées sur les livres. Et c'est donc les deux producteurs, réalisateurs qui sont Benioff et Weiss, qui ont créé de leurs imaginations la suite de ce que devraient être les livres. Puis ils sont à chier là-dedans, ils sont pas bons, c'est des incompétents dans l'écriture, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est des scénaristes de marde. Bon. Puis ils ont gâché complètement la série de Game of Thrones, c'est comme ça. Pourtant tout le reste c'était pareil. Et quand je compare avec Big Brother, ici, ben il y a beaucoup de choses qui sont pareilles que les États-Unis. Exactement la même chose. Donc, les compétitions respectent quand même les compétitions qui sont aux États-Unis. Le fonctionnement du jeu respecte le fonctionnement des États-Unis. Le veto, le patron,
on pourrait dire la maison est même encore plus luxueuse qu'aux États-Unis. Donc le concept reste quand même le même. Le type de vote reste le même. Mais l'exécution est pas bonne. La façon que le show a été bâti est pas bon. Ils sont partis avec des fondations qui étaient déficientes, mais avec un concept préétabli. Donc, il y a des bons éléments, il y a des choses positives que je suis capable de trouver de ce show-là. Je suis capable de dire justement, ah ben c'est le fun, ils ont fait telle compétition, puis c'est une compétition qui revient aux États-Unis, telle autre chose, tel visuel, tel pouvoir. Ok, parfait, il y a toutes des affaires qui sont intéressantes là-dedans. Mais la façon que le show est géré est mal faite. Fait que même si tout le reste est pareil ou respecte un peu la mentalité américaine ou le show américain qui fonctionne très bien ou même le show canadien, il manque de quoi? Il manque premièrement de budget. Deuxièmement, l'idée des célébrités était pas bonne. Puis troisièmement, l'exécution du show est mal montée et mal faite. Peut-être que le fait que le show soit aussi mal monté est dû au fait que c'est des célébrités puis qui sont extrêmement pognés dans des règles très strict par rapport au fait de combler les égos qui sont en place pour pas montrer trop de choses. Peut-être que les webcams, c'est une des raisons pourquoi on n'a pas des webcams 24 heures sur 24. Peut-être que si, parce que... Mais il y a quelque chose qui est pas à la hauteur de cette saison-ci. Et si je ne vous le dis pas, ben je vous mens. Et même si j'adore le concept de Big Brother, que j'aimerais que Big Brother revienne, si je vous le dis pas, je suis malhonnête face à vous autres, même si je préfère Big Brother à Occupation Double. Puis il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais Occupation Double, tu sais, t'es beaucoup moins critique. Non, je suis tout aussi critique à Occupation Double. Mais Occupation Double est dans un moule qui lui appartient. C'est un moule de on fait les coupes. C'est un modèle que je déteste au plus profond de mon être. Mais c'est leur modèle d'affaires. C'est comme ça qu'ils ont bâti le show. C'est le même depuis la toute première saison. Puis ça marche. Fait que même si j'aime pas le concept, ben c'est un concept qui fonctionne. Fait qu'il faut que je parle de d'autres choses. Il faut que je parle de d'autres enjeux par rapport à OD. La façon qu'ils gèrent le twist, la façon qu'ils gèrent le voyage. Tu sais, comme on disait, bon, ben moi, je suis vraiment contre l'aspect qu'il faut que ça... Que des gens qui ne sont pas nécessairement en couple ne peuvent pas gagner à la fin. Pour moi, c'est inacceptable. Mais au-delà de ça, ce concept-là est un concept unique. Fait que je peux parler de la structure, de qu'est-ce qui serait meilleur, mais d'un autre côté, la façon de le gérer a été bâtie spécifiquement pour OD. Tandis que Big Brother, on a un équivalent ailleurs dans le monde. On est capable de comparer notre Big Brother à ceux qui sont faits ailleurs. Et clairement, le nôtre n'est pas au standard de ce qui se fait ailleurs. Est-ce qu'il peut le devenir? Il y a les ingrédients pour le devenir. Comme je vous dis, il respecte les compétitions, il respecte quand même certains visuels. Si c'était pas du montage qui est tout croche, si c'est pas des joueurs qui est ennuyants, si c'est pas de la façon que la production a l'air de skipper ou d'enlever certaines scènes ou de gérer la visibilité qui est faite, je vous dirais, on aurait un produit qui serait beaucoup plus proche de ce qui se fait aux États-Unis ou de ce qui se fait au Canada, sans nécessairement avoir les mêmes budgets. Je comprends, il faut aussi respecter ça. On est un marché beaucoup plus petit. Mais il y a une lacune sur la production de ce show-là, ça c'est clair. Et il faut que je vous le dise, il faut que je sois honnête. Puis je vais critiquer toutes les shows, je vais critiquer toutes les idéologies, je vais critiquer peu importe en quoi je crois. Si je vois des défauts, je vais vous les dire. Parce que si je les passe sous silence, je suis pas mieux qu'eux autres. Je suis pas mieux que les critiques qui font comme... qui font des critiques des fois de films, puis qui flattent leurs égos seulement avec les films qu'ils aiment. Non! Faut que tu compares des pommes avec des pommes. Puis il faut que tu sois assez objectif pour te reculer, ne pas prendre émotionnellement et personnellement
position et d'essayer de voir le show comme étant un show, un spectacle d'une façon objective, que tu es capable vraiment d'élaborer sur les points positifs et les points négatifs. Mais les points positifs sont pas si nombreux que ça, alors que les points négatifs, malheureusement, il y en a beaucoup. Fait que je vais continuer à vous dire ce que je pense, même si ça fait pas plaisir. Puis on s'entend là. Puis je veux que ce soit clair. Il y a des gens qui me disent ça, puis on dirait que ils pensent que c'est avantageux pour moi de critiquer ce show-là. Je peux vous garantir une chose, de toutes les shows que je fais, Occupation Double, que j'ai fait des vidéos, Survivor, Big Brother ou peu importe, je me ferme bien plus de portes en critiquant, puis je me mets bien plus dans la merde avec des maisons de production ou des diffuseurs en étant critique, mais je vais quand même dire ce que je vais penser, parce que pour moi, de dire la vérité, de vous dire ce qu'il y en est, puis ce que je pense, puis comment que je vois le show, est plus important que d'arriver puis de plaire à des gens qui veulent simplement se faire flatter leurs égos ou se faire dire que « Ah ouais, ce que tu fais c'est bon, même si c'est de la merde. » Bien comme ça. Fait que je vais continuer dans cette ligne de pensée et j'espère que vous allez l'apprécier. Et c'est pas parce que je veux pas que Big Brother réussisse, mais tant que c'est pas à moi de faire en sorte que le show réussisse, c'est à eux autres. Le blâme, si le show échoue, c'est de leur faute. Moi, je suis là pour critiquer objectivement ce qu'ils font. Puis quand ils vont mériter des critiques positives, je vais les donner. Puis tant qu'ils ne l'ont pas fait, ben je vais les critiquer négativement. Puis ça va être comme ça. Fait que j'espère que la vidéo vous a plu. Ça a été encore une vidéo. Moi, j'étais sûr de le faire en 45 minutes. J'ai pas réussi. 1h encore une fois. Je m'excuse. Mais je vous adore. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.